Bonjour à tous et à toutes. Nous continuons notre petit chemin de réflexion sur la foi et la démocratie. C'est déjà la quatrième session et j'ai l'intention de conclure, de terminer la semaine prochaine en contemplant la Jérusalem céleste, la Jérusalem nouvelle. Mais aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur ce que le pape François appelle la synodalité. Je crois que c'est un concept qu'il a créé lui-même et qui ouvre pas mal de perspectives justement dans notre recherche d'une nouvelle démocratie. Je crois que c'est ce qu'il appelle synodalité, je l'ai dit il y a quelques semaines, mais de l'air frais dans nos relations sociales et nous permet d'imaginer de nouvelles formes ou des formes assez traditionnelles mais oubliées de relations sociales, de gestion politique de nos communautés. Bien, donc on va travailler aujourd'hui la synodalité, une proposition alternative de démocratie, une proposition démocratique alternative. Avant d'entrer dans l'analyse de quelques modèles synodaux dans les actes des apôtres, fondamentalement, je vous rappelle rapidement ce qui, pour moi, représente les motifs, les lieux de crise de la démocratie actuelle, simplement pour pouvoir confronter ces blocages, ces paralysies, les confronter à ce que le pape appelle la synodalité. La première crise de la démocratie moderne et postmoderne, c'est la crise de la représentativité. Les mécanismes de représentativité sont réduits à des systèmes électoraux pervertis, complètement manipulés, et donc les gouvernants, les hommes et femmes politiques ne représentent plus guère le terrain, si vous voulez. Ceux qui les ont élus sur des critères qui ne sont pas des critères représentatifs. Donc c'est une première impasse, la représentativité et la perversion du système électoral actuel. Second problème, qui est une conséquence du premier, c'est la crise du contrôle citoyen. Comment les citoyens peuvent encore contrôler leurs hommes et femmes politiques, leurs élus. C'est devenu extrêmement difficile une fois que les élections sont passées. Et les hommes et femmes politiques, les gouvernants ont les mains libres pour se mouvoir dans leurs propres espaces, dans leur clan, dans leur parti, dans leur propre logique interne, et le citoyen n'a plus de capacité de fiscaliser, c'est-à-dire de contrôler, de sanctionner la pratique. Et souvent, la pratique de ce fait-là devient une délinquance et se corrompt. Se corrompt parce qu'il n'y a plus de contrôle. Troisième problème de la démocratie moderne, la polarisation des extrêmes. Je vous signalais déjà il y a quelques semaines que pratiquement dans toutes les élections, la répartition du pouvoir se fait sur une frontière infime. C'est souvent 50%, 50%, à quelques milliers de voix près. Et donc, il y a comme une polarisation extrême qui paralyse le système de minorité-majorité. Il n'y a plus vraiment de majorité. Et tout le système supposément démocratique est paralysé. Et finalement, le dernier point, l'État butin. C'est le butin du marché économique, des intérêts économiques, des logiques du marché, et souvent un butin confisqué dans la délinquance. Je crois que la modalité la plus courante de gouvernement, en tout cas dans les pays du Sud, c'est la délinquance. 4 points, crise de représentativité, paralysie du contrôle, polarisation des extrêmes et donc impossibilité de jouer majorité-minorité, et finalement l'État butin, l'État confisqué
par une pratique économique discutable. Voilà. Sur ces 4 points, comment la synodalité, ce que le pape appelle la synodalité, peut nous inspirer, peut débloquer certaines impasses dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Je vous propose de visiter 3 grands exemples, 3 grands modèles de cette synodalité dans les Actes des Apôtres. Le premier cas, au chapitre 1er, verset 15 et suivant, c'est l'élection de Matthias pour remplacer Judas dans le collège des apôtres. Le second modèle, au chapitre 6 des Actes des Apôtres, c'est la création de l'institution du diaconat, les diacres. Je vais y revenir tout de suite. Et finalement, le grand modèle synodal, c'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, cette confrontation entre le monde grec, le monde païen, représenté par Paul et Barnabé, et le monde traditionnel juif, représenté par Pierre, Jean et Jacques, au Concile de Jérusalem. Je reprends chacun de ces événements, de ces petits modèles, et j'essaie ou de ces grands modèles, j'essaie d'en retirer quelques leçons pour notre recherche d'une nouvelle démocratie. Évidemment, je suis conscient que ces modèles des Actes des Apôtres fonctionnaient dans un groupe restreint, relativement restreint, et où l'unanimité était un point de départ qui ne se discutait pas, l'unanimité de la foi, même si les formes et les sensibilités étaient diverses. C'est évidemment très différent d'appliquer ce modèle à une nation ou à la planète, à un système. Donc, comment transformer ces petites propositions, ces modèles synodaux, en recherche et en système démocratique global? Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais je vais essayer de retirer de ces exemples un certain nombre de critères. Dans l'élection de Matthias, vous vous souvenez, Judas s'est suicidé, donc il y a une place vide dans le collège des apôtres, et les apôtres ressentent la nécessité de redevenir 12, de refaire la totalité du collège, et ils décident donc de choisir quelqu'un pour remplacer Judas. Et là, je crois qu'il y a une sagesse au niveau du système d'élection dont nous pourrions vraiment nous inspirer. Que se passe-t-il? D'abord, le critère d'éligibilité. Le critère d'éligibilité que déterminent les apôtres, c'est choisir quelqu'un qui a accompagné Jésus depuis le baptême jusqu'à l'ascension. Donc, le critère n'est pas un critère subjectif, individualiste, séducteur, il est plus séduisant qu'un autre, comme c'est souvent le cas dans le système électoral que nous connaissons. Non, c'est la fiabilité de la trajectoire d'une personne. C'est quelqu'un qui a été fidèle, qui a été là pendant tout le temps. Donc, c'est la trajectoire qui va marquer le critère d'éligibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas élire une personne, mais que la communauté va proposer 2. Il va en proposer 2. Il y a Joseph Barsabas et Matthias. Et c'est même intéressant de voir qu'on donne plus de détails positifs sur Joseph Barsabas, et sur Matthias, on ne dit rien du tout. Donc, la communauté propose 2 personnes qui correspondent à ce critère de cohérence de la trajectoire de disciple. Non pas des caractéristiques individuelles et personnelles, mais des caractéristiques historiques, leur histoire, leur fidélité par rapport au projet de Jésus. Et puis donc, il propose cette binaire,
ces doubles personnes, ces deux personnes, mais qui va les élire? Et c'est ça qui est intéressant, et je vais reprendre ce critère un peu dans les trois modèles, c'est l'Esprit Saint. Donc, la communauté propose, et dans la prière, dans la réflexion, dans la méditation, on va tirer au sort. Ce qui veut dire que c'est indifférent. Aucun des deux ne va pouvoir jouer de sa pression sur le groupe. On va tirer au sort, et c'est l'Esprit Saint, entre guillemets, qui va choisir Matthias. Et ça me semble extrêmement intéressant pour sortir du jeu de la manipulation électorale. Donc, le critère d'éligibilité et le système d'éligibilité en deux temps, un choix binaire de la part de la communauté. C'est souvent le cas dans les communautés traditionnelles, hein? C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. Mais le choix final, il est laissé au hasard, c'est-à-dire à l'Esprit Saint. Second exemple de synodalité dans les actes des apôtres, au chapitre 6, c'est l'institution des diacres. Si vous vous souvenez, il y a un conflit à l'intérieur de la communauté de Jérusalem, et c'est un conflit culturel, il s'agit d'une injustice. Il y a un groupe qui est privilégié, on dit qu'il est privilégié aux tables, dans les repas. Ce sont les veuves des Hébreux, donc le groupe des Hébreux à Jérusalem, appelés les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, est privilégié par rapport au groupe des païens, des hellénistes, qui est délaissé, abandonné, objet d'un traitement qui les discrimine. Donc on parle d'un conflit réel, on ne parle pas d'intérêts globaux ou abstraits, on parle d'une situation réelle qu'il faut résoudre. Et dans cette situation réelle, il y a une plainte des hellénistes, du groupe culturel des hellénistes au Collège des apôtres. Et les apôtres disent, bon, ben, trouvez une solution, inventez une solution. Il y a une créativité liée à un problème réel. Et le groupe affecté par l'injustice va inventer, je crois que c'est la première invention démocratique chrétienne, en tout cas dans l'Église, peut-être même une des rares inventions démocratiques, le groupe des hellénistes va choisir parmi eux 7 diacres, c'est-à-dire 7 membres de leur communauté chargés de servir aux tables des hellénistes, de leurs veuves. Et ce groupe de diacres, lui aussi, va être porté par la prière et par l'Esprit Saint. On recevoir eux aussi le don de l'Esprit. Je crois qu'il y a une dimension charismatique dans le modèle synodal qui apparaît constamment. C'est-à-dire que l'Esprit est celui qui détermine la dynamique du groupe ou la dynamique de la nouvelle institution. Et ce qui est intéressant à propos des diacres, c'est que quand la communauté de Jérusalem est objet de persécution, ils se dispersent en terre païenne, en dehors de Jérusalem, et ceux qui avaient été choisis spécifiquement pour être serviteurs, pour prendre soin de leur groupe ethnique et culturel et religieux, tout à coup se sentent appelés à autre chose et ils deviennent eux-mêmes des porte-paroles, des annonciateurs, des évangélisateurs. Ils dépassent amplement leur mission institutionnelle. Donc, ils avaient été choisis pour servir aux tables et ils deviennent des évangélisateurs, des messagers, et même certains d'entre eux vont mourir martyrs. Là, je crois qu'ici, ce qui est intéressant, c'est la création démocratique, le dynamisme. Les apôtres disent, bon, ben, inventez quelque chose qui réponde aux problèmes. Et cette inventivité charismatique se déploie vers d'autres pistes imprévues dans l'institution. C'est donc une institution qui devient flexible, souple. C'est une institution souple et démocratique.
Je vais revenir à ces thèmes, évidemment, quand je vais essayer de faire la synthèse des propositions synodales. Le troisième modèle est le plus important, c'est ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem. On en parle dans les Actes des Apôtres, mais on en parle aussi dans la lettre aux Galates. Saint Paul fait référence assez précisément à cette rencontre. On pourrait parler ici d'un conflit ouvert entre secteurs traditionnels, traditionalistes, conservateurs, dirions-nous, de l'Église de Jérusalem, et secteurs nouveaux, progressistes, libéraux, du monde païen, de nouveau, du monde, c'est l'Église d'Antioche qui va mener un peu le leadership de cette tendance. Donc, on a comme deux parties, si vous voulez, on pourrait dire en termes modernes, il y a deux parties, les traditionalistes, les conservateurs et les libéraux, et ils se confrontent à propos de la loi. Ça, c'est très intéressant. Les conservateurs veulent imposer la totalité de la loi juive, y compris la circoncision, etc., aux nouveaux venus. Et les libéraux, représentés par Paul et par Barnabé, disent mais non, il suffit d'avoir reçu l'Esprit Saint. De nouveau, la dimension charismatique devient le critère de la liberté. Il ne s'agit plus d'imposer la loi, mais de reconnaître que l'Esprit est en train d'agir dans un groupe. C'est la fameuse lutte entre l'esprit de liberté et la contrainte de la loi. Le Concile de Jérusalem va être une expérience fondatrice. Il va y avoir un débat difficile, passionné, un conflit ouvert entre les deux groupes, entre les deux parties. Ce qui est important ici, c'est que ce débat se joue en face de ce que Paul va appeler les colonnes de la communauté. Qu'est-ce que sont les colonnes? C'est Pierre, Jacques, Jean, hein, et Jacques, le frère du Seigneur, hein, donc le chef de la communauté de Jérusalem, au fond, le leader du groupe conservateur. Hein. Mais le débat se joue face à... Il y a comme une référence dans la tradition que personne ne met en question. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous avons perdu. Il y a une référence au passé et au fondement du projet communautaire. Je vais revenir là-dessus tout de suite, à propos de la démocratie. Donc, un débat qui se joue face à la tradition, au fondement. Mais ce débat va déboucher sur le discernement de l'œuvre de l'esprit. Et l'œuvre de l'esprit, c'est l'avenir, c'est l'utopie, c'est l'ouverture. Donc, il y a une tension entre les fondements dans la tradition, ce qui fait la tradition du groupe, et l'ouverture de l'esprit à la surprise de l'avenir, à la liberté. Et dans ce débat entre les deux pôles, entre les référents et l'Esprit Saint, de nouveau le charismatique et le traditionnel, hein, peu à peu, en se confrontant à la parole à l'écriture, c'est Saint Jacques qui va utiliser l'écriture, Pierre, lui, va utiliser sa propre expérience de l'esprit dans un groupe de païens quand il a été visiter Corneille et ses amis. Hein. Il dit, mais moi j'ai vécu une Pentecôte au milieu des païens, donc là il y a quelque chose qui s'est passé et qui ouvre l'avenir. Et Jacques, par contre, lui, il va dire, mais ça se trouve déjà dans les prophètes. Ça se trouve dans les prophètes que il va y avoir une effusion de l'esprit universel. Donc, confrontation à la parole, à la tradition et témoignage de l'œuvre de l'esprit pour ouvrir le risque de la nouveauté. Et c'est très intéressant de voir la lettre que la communauté de Jérusalem envoie à Antioche en disant « L'esprit et nous », tradition et ouverture de l'esprit, l'esprit et nous avons décidé, et nous avons décidé de ne rien décider du tout. C'est-à-dire de vous laisser libre avec l'esprit
en mettant simplement quelques conditions, de petites conditions, pour que les deux groupes puissent vivre ensemble, puissent partager la table. Donc, mais cette lettre, si vous la relisez, vous verrez qu'elle est très, très libérale, mais en même temps très fraternelle, de telle manière qu'on puisse maintenir la communion sur un projet commun et sur une tradition commune, tout en laissant l'esprit créer, ouvrir et faire du multiple, faire du pluriel. Donc voilà, trois exemples de synodalité. J'en fais une petite synthèse. L'importance du débat. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a perdu le sens du dialogue. Tout est devenu confrontation, 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 et même parfois confrontation grave, c'est-à-dire insultes, mensonges, discrimination, etc. Et retrouver le sens du débat de confiance, de se référer au fondement de notre vivre ensemble, de notre citoyenneté. Ici, au Pérou, nous allons fêter dans quelques jours le bicentenaire de l'indépendance du pays. Eh bien, ça, c'est un peu le fondement de l'histoire d'un peuple, en tout cas d'une étape de l'histoire de ce peuple. Et normalement, la Constitution représente ce référent, cette référence, ces colonnes, diraient les actes des apôtres. Comment joue le respect de la Constitution, le respect de la tradition, ce qu'on appelle le patriotisme, qui est aussi quelque chose d'assez mal en point actuellement. Le patriotisme, ce n'est pas le salut au drapeau, ce n'est pas l'hymne national. Le patriotisme, c'est la fidélité à l'inspiration fondatrice de notre vie, notre vivre ensemble. Donc, une référence que j'appellerais sapientielle, de sagesse, de tradition, qui pourrait être le sens de la Constitution si elle fonctionnait vraiment bien. 3, le discernement priant en confrontation avec la parole. Ça, évidemment, dans un système pluriel, c'est plus complexe, mais je crois que la dimension de méditation, de réflexion, doit être présente dans toute décision politique. Et finalement, la décision de laisser la dernière parole à l'esprit, la dimension charismatique, c'est là qu'interviennent les critères d'éligibilité, par exemple, dans le premier modèle, le modèle de l'élection de Matthias. Et je crois qu'il y a dans la synodalité une souplesse et en même temps une solidité, une ouverture à la créativité, une confiance dans l'avenir et dans l'esprit, et en même temps des critères extrêmement clairs et simples de fidélité à un projet commun, et non pas de manipulation pour l'immédiat, pour des intérêts immédiats à court terme. Voilà, donc je crois qu'il y a là pas mal de leçons, de sagesse pour nous. Et je conclus en me demandant comment pourrions-nous faire dialoguer cette synodalité, ces modèles synodaux des actes des apôtres avec notre crise démocratique d'aujourd'hui. Première exigence, première urgence, il s'agit de reconstruire, de redécouvrir la confiance. Je crois que nous avons perdu la confiance mutuelle. Plus personne n'a confiance dans ses institutions, dans ses gouvernants, dans ses élus. Et même, il n'y a plus de confiance dans les institutions fondatrices, je dirais. Même les institutions fondatrices comme le Parlement, le pouvoir judiciaire, ont perdu la fiabilité. Et je crois qu'il faut reconstruire cette confiance au-delà de la perversion ou de la corruption des individus qui la représentent. Le système doit retrouver sa fiabilité, il faut le réinventer sur la confiance. Second appel
reconnecter l'histoire avec les conjonctures politiques. On a un peu l'impression qu'on saute d'une conjoncture à l'autre, et actuellement les conjonctures sont extrêmement dramatiques, comme celle de la pandémie par exemple. On saute d'une conjoncture à l'autre, on répond à l'urgence, ou on n'y répond pas, mais en fait, il n'y a plus vraiment de projet. Je crois qu'on a déjà travaillé ça la semaine passée. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé. C'est comme si on avait coupé les ponts avec le passé, la tradition, les fondements, l'inspiration, l'idéal du vivre ensemble, et comme si l'avenir, le futur était inatteignable. On est juste concentré sur la conjoncture dramatique qu'il faut résoudre. Non, je pense qu'il faut reconnecter l'histoire. Il faut retrouver ces fondements sapientiels, de sagesse, d'identité, d'histoire profonde. Et le risque de l'esprit, la dimension charismatique du politique. Je crois que ça, c'est vraiment très, très urgent. Tradition et charisme. Tradition, fondement et esprit. Et pour cela, il faudrait réinventer l'art du débat. Tous ces modèles, les 3 modèles que j'ai travaillés ici, impliquent un débat, une discussion, mais une discussion qui peut être très conflictuelle, mais en même temps qui est basée sur une confiance fondamentale que nous cherchons ensemble le bien commun. C'est ce qu'on a perdu, je crois. Donc, il faut retrouver l'art du débat, l'art du dialogue, non plus sur des intérêts particuliers bloqués, mais bien un débat sur un projet commun.